Bonjour à tous, je suis Léo Barnier, je suis journaliste à La Tribune. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 10e édition du Paris Air Forum qui se tient aujourd'hui à la Maison de la Mutualité et en direct sur le site latribune.fr. On le voit, la décarbonation des transports est aujourd'hui une priorité, que ce soit pour les opérationnels ou le politique. L'actualité est d'ailleurs brûlante avec les annonces présidentielles prévues ce matin. Pourtant, dans cette décarbonation des transports, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est celui des infrastructures de transport, que ce soit la décarbonation des infrastructures en elles-mêmes ou la contribution de ces infrastructures à la décarbonation des transports. Pour discuter de ce sujet, nous accueillons Stéphane Lerendu, directeur des grands projets de SNCF Gare et Connexion. À sa gauche, Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP. Et enfin, Stéphane Raison, directeur général et président du directoire d'Aropa Porte. Monsieur Lerendu, on le voit aujourd'hui, le pouvoir politique donne clairement la priorité au train. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques mois, l'annonce d'un plan de 100 milliards pour soutenir le ferroviaire en France. Comment cela va-t-il se traduire pour les gares ? Alors d'abord, comme le disait notre président du groupe SNCF il y a quelques jours à l'ensemble de ses 4 dirigeants, la SNCF a gagné la bataille des idées. C'est-à-dire faire admettre aujourd'hui que le train est une des grandes solutions de la transition écologique et du report modal. Il y a 18 mois, ce n'était pas forcément gagné. Et aujourd'hui, ça se traduit par une annonce et un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Alors ces 100 milliards d'euros, à quoi vont-ils servir ? Ils vont d'abord servir à mettre en robustesse l'intégralité du réseau de SNCF Réseau, notre maison mère de SNCF Gare et Connexion. La mise en robustesse du réseau va permettre de gagner en fiabilité, puisque les rails sont de vieilles mamans, très âgées, qu'il faut mettre en fiabilité, en robustesse, et puis introduire ce qui est un petit peu nouveau et qui sera le défi de SNCF Réseau dans les prochaines années, c'est de l'intelligence artificielle, incorporer de nombreux capteurs sur l'ensemble des composantes du réseau, que ce soit la signalétique, les postes d'aiguillage ou même les rails, de façon à avoir une maintenance prédictive qui permette d'assurer une fiabilité. Alors s'agissant des gares, effectivement, Gare et Connexion est un gestionnaire d'infrastructures qui a plus de 3200 gares, près de 300 000 équipements et 30 000 actifs. Et l'objectif d'une partie de ces 100 milliards va être d'avoir et de construire et de transformer nos gares pour en faire des gares capacitaires, en mesure d'accueillir l'ensemble des usagers du train qui vont être acteurs de ce report modal. Pour donner quelques ordres d'idées, sur certaines gares, le trafic va être multiplié par 2 ou par 4, donc ce qui est absolument colossal. Donc nous transformons nos gares, nous sommes déjà en chantier sur certaines gares pour prendre en compte l'évolution de la fréquentation des prochaines années. Nous livrons dans quelques semaines notamment Toulouse-Matabio et puis Lyon-Pardieu qui est une gare en pleine transformation. Et est-ce que ça va se traduire par des gares plus vertes ? Bien sûr, ça va se traduire par des gares plus vertes. Vous savez que Gare et Connexion a depuis quelques mois travaillé l'intégralité de son référentiel, a écrit le manifeste de la gare post-carbone, a produit son guide de l'éco-conception, dispose d'une filiale d'architecture AREP qui est je ne dirais pas que c'est une filiale d'architecture et de maîtrise d'œuvre engagée, mais en tout cas militante, mais en tout cas très engagée et très à la pointe de l'éco-conception. Alors pour ça, nous avons créé notre propre label, EMC2B, qui est déployé dans l'intégralité de nos projets. D'ailleurs, on a 15 projets pilotes qui bénéficient actuellement de ce programme. Et puis, on va dire que le grand démonstrateur de la gare verte sera la future gare de Nice Aéroport, justement, très très connectée à l'aéroport de Nice, puisque le terminal 2 sera à moins de 8 minutes de la gare de Nice Aéroport, qui sera la première gare bioclimatique d'Europe et la première gare jardin d'Europe. J'en profite que vous parliez d'aéroport pour me tourner vers Edward Arkwright. Donc on le voit, cet impératif d'avoir des bâtiments plus verts se retrouve partout, notamment dans les aéroports. Comment ça se traduit dans les aéroports parisiens, notamment dans le domaine de la construction durable ? Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là et merci à Stéphane d'être là au Paris Air Forum. C'est pas la première année qu'on a le monde du ferroviaire et le monde des ports
sur scène. Donc c'est vraiment la preuve de ce que nos problématiques convergent. La construction durable, c'est une des principales sources pour nous, un des principaux leviers pour nous dans notre trajectoire de décarbonation. On parle beaucoup d'habitude des accès, on parle beaucoup de l'énergie, on parle beaucoup de l'avion, mais il ne faut pas oublier qu'on est d'abord constructeur d'infrastructures. La première manière d'épargner ou de rester sur notre trajectoire carbone, ça va déjà être de faire vivre nos infrastructures le plus longtemps possible. Ce n'est pas votre question, Léo, mais c'est quand même la première brique de la stratégie. Utiliser de façon la plus sobre possible les infrastructures dont on dispose. Le deuxième, c'est effectivement de mettre en place des nouvelles techniques de construction. On commence à les tester à l'occasion de la rénovation de la piste 3 à Orly, à l'occasion de la rénovation de la piste à Charles de Gaulle, où on a testé des nouveaux modes constructifs et de réutilisation des matériaux qui nous ont permis d'économiser entre 30 et 35% des matériaux avec un effet gain de CO2 à peu près équivalent. Nouveau mode de construction dans les nouveaux modes de béton, c'est la gare à Orly. Pour ceux qui sont allés à Orly, vous avez un nouveau parking au-dessus de la gare de la 14 et de la 18 qui a utilisé des nouveaux bétons qui permettent d'avoir un bilan carbone allégé de 30%, là aussi. Et puis des nouvelles sources d'énergie, je pense à ce qu'on a fait pour les bassins à Charles de Gaulle. Donc, premièrement, faire vivre nos infrastructures le plus longtemps possible. Deuxièmement, des nouveaux modes constructifs. Troisièmement, se préoccuper du cycle de vie de l'infrastructure. Et on a mis en place un bilan carbone et sur l'ensemble du cycle de vie, avec intégré dans nos décisions d'investissement le prix de ce bilan carbone sur le cycle de vie de l'infrastructure dans les comités d'engagement, ce qui du coup modifie les TRI de nos projets et du coup les critères d'appréciation et de validation de nos projets. Quatrième source, évidemment, tout le sujet des cycles courts, du travail avec les PME et avec les startups qui environnent nos aéroports. Hier à Vivatech, encore aujourd'hui à Vivatech, on mettait en avant la solution de Cycleterre, qui est une très belle entreprise de Sevran, qui nous permet de recycler beaucoup des matériaux que nous utilisons pour pouvoir les transformer en matériaux de construction sur place, ce qui évidemment est intéressant. Voilà quelques exemples, mais on voit bien que la question de la construction durable est aujourd'hui un sujet majeur pour un grand constructeur d'infrastructures. Très bien. Comme vous l'avez souligné, c'est rare pour nous d'avoir quelqu'un qui vient plutôt du maritime, du fluvial, donc des ports. On voit qu'Aéroport a également des initiatives pour réduire son empreinte écologique. Vous avez notamment les initiatives que vous appelez Green Corridor ou Corridor écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Très heureux de pouvoir participer à ce forum. Aéroport, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier port de France. Et pourquoi on est là ? Parce que en fait, on a une connexion extrêmement importante et historique avec les aéroports parisiens. Parce qu'on livre en fait les aéroports parisiens en kérosène aujourd'hui à partir du Havre. Et puis parce qu'on a un lien historique aussi au réseau ferroviaire français, notamment parce que si on veut décarboner l'ensemble du transport, mais on en parlera tout à l'heure, on a besoin de faire passer nos conteneurs par le train. Alors en fait, nos initiatives, elles vont converger et il faut que, avant de les présenter, il faut que je dise un mot sur pourquoi on a fait finalement ce premier port qui s'étend pour une fois depuis la mer vers l'intérieur des terres. Vous avez commencé, Stéphane, par un propos en disant voilà, on a gagné la bataille du rail, mais nous, la bataille des ports, elle se gagne à terre. Et donc, lorsque le président Macron et Édouard Philippe, Premier ministre, décident de faire finalement un port différent, ils assemblent en fait 3 outils pour rentrer à l'intérieur des terres. Et ça nous a obligés. Donc l'idée, c'est bien l'idée du corridor, c'est-à-dire qu'on va à l'intérieur des terres pour desservir le territoire, servir de port d'exportation, et en même temps, on y a associé une idée importante qui est effectivement la décarbonation de l'ensemble de la chaîne de transport. Donc ça va passer par d'abord énormément d'électrification. Donc on va électrifier l'ensemble de nos terminaux. On lance cette année l'électrification de tous nos terminaux croisières. On va lancer à la suite l'électrification des terminaux conteneurs sur la zone du Havre. Et enfin, on va électrifier une très grande partie de l'ensemble des postes à quai fluviaux qui partent du Havre et qui vont jusqu'à l'amont de Paris. C'est plus de 80 points de recharge qui vont se situer. Donc ça, c'est
pour la partie fluviale. Après, tout le monde ne fonctionnera pas forcément à l'électricité. Et le deuxième enjeu pour nous, c'est les carburants. Et là, comment on arrive à fournir à l'ensemble de nos utilisateurs des nouveaux carburants. Alors, on a lancé l'année dernière un gros programme de stations de fourniture de tous les carburants possibles sur nos plateformes, parce que la clé, en fait, pour nous, c'est d'abord la desserte de l'Île-de-France. Et nos plateformes, il faut pouvoir les alimenter en bio-GNL, il faut pouvoir les alimenter en hydrogène. Et ça, c'est en cours de déploiement. Donc, vous voyez, beaucoup d'initiatives, mais on va retrouver dans ces initiatives systématiquement la question de l'électricité. Et si on parle d'hydrogène, on va aussi parler d'eau, puisque le sujet, c'est bien l'alimentation en eau pour faire cet hydrogène. Bien sûr. Il y a un mot qu'on a déjà entendu, et c'est celui de l'intermodalité. Monsieur Laurent-Du, peut-être nous expliquer à quel point ça peut être l'un des principaux enjeux justement sur cette décarbonation des transports, d'avoir cette intermodalité, sachant que vous, il y a la question de, enfin vous non, parce que c'est exactement le cas pour les aéroports et sûrement pour les ports, de la mobilité douce pour l'accès aux gares, mais aussi l'intermodalité avec les autres modes de transport lourds. Absolument. Donc, à la direction des grands projets, nous sommes chargés de la transformation des grandes gares sur le territoire national avec plusieurs projets en cours, une dizaine dans notre plan d'investissement à 20 ans. L'objectif, effectivement, c'est, comme le dit notre directrice générale, avec beaucoup d'entrain, pour donner envie de train, il faut donner envie de gare. Et pour donner envie de gare, il faut d'abord reconnecter la gare à l'ensemble des mobilités urbaines. Et c'est ce que nous faisons dans l'intégralité des projets. L'exemple le plus marquant en ce moment, c'est la transformation de la gare de Lyon-Part-Dieu, qui est raccordée aux mobilités sur ses 4 faces. Métro, tramway, taxi, loueur de voitures, etc. Et aussi avec un plan de mobilité douce qui accompagne ce déploiement sur la ville. Un chiffre, l'objectif fin 2024, c'est d'avoir déployé 65 000 places de vélo sur le territoire national, dans 13 régions, sur 1075 gares, 42 millions d'investissements. Voilà, ça c'est clair, c'est dans la PPI et on le fait et on le conduit. Alors évidemment, dans cette intermodalité, et là je voudrais remercier Aéroports de Paris et puis Édouard dans la façon de l'idée de structurer notre collaboration depuis des mois sur l'intermodalité air-fer qui prend forme avec des objectifs de court terme, puisqu'on a des objectifs de court terme pour les grands événements qui sont situés devant nous avec des aménagements pour la gare de signalétique et d'aménagement d'espaces d'attente dans la gare de Charles de Gaulle, et puis des objectifs de moyen terme avec des travaux de transformation importantes pour ce qui nous concerne sur Gare de l'Est et Roissy pour l'accueil et la mise en service du Charles de Gaulle Express en 2027. Avec un gain de voyageurs pour la gare de près de 2 millions. Et puis le Roissy-Picardie aussi, qui va nous obliger, pour lequel nous sommes en phase d'ailleurs de pro, et on va bientôt entamer le cahier des charges de consultation des entreprises pour réaliser les transformations. Et là encore, avec un enjeu très important de gain de 8 millions de voyageurs supplémentaires pour la gare de Roissy-Charles de Gaulle. Si j'ai encore 30 secondes, quand même un petit clin d'œil sur cette intermodalité Sud-Paris avec la gare de Pont-de-Rungis, effectivement, qui est un projet très important, un projet clé qui mobilise l'intégralité des partenaires et qui pour nous est un projet extrêmement important. L'année 2023 sera consacrée à la structuration financière de cet objet, qui est vraiment le symbole d'une intermodalité en grand avec l'aéroport, avec la désaturation des gares du sud Paris et l'interconnexion avec les lignes de métro et la 14 en particulier, tout en conservant, et là je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais un rôle majeur de la gare de Massy dans ce dispositif. Monsieur Arkwright, donc Stéphane Laurent-Du a rendu hommage effectivement à votre collaboration. On le voit effectivement, il y a énormément de projets. Donc il y a le renforcement de la gare TGV de CDG. Vous allez avoir l'arrivée des lignes 14 à Orly, ligne 17 à CDG, le CDG Express. Quel est l'enjeu pour vous derrière de construire cette intermodalité pour les plateformes parisiennes ? Le meilleur ami de l'avion, c'est le train. Ça fait quelques années qu'on le dit. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de bataille des idées. Mais ce n'est pas seulement une idée, ça s'incarne maintenant dans des infrastructures. Ça doit s'incarner dans la régulation, ça peut s'incarner dans l'exploitation.
Dans les infrastructures, on a à peu près maintenant tout qui est parti. Il ne reste plus que Pont de Rungis, si on simplifie. Donc pour ceux qui n'ont pas complètement en tête la totalité de ce qui est en train de se passer, à Orly, on ouvre la 14 en juin prochain. La 18 mettra l'aéroport d'Orly à 3 stations de Massy TGV en 2027 et accessoirement du plateau de Saclay. Et la gare de Pont de Rungis à laquelle Stéphane fait référence est un projet qui permettra là aussi de mettre la grande vitesse à une station par le biais de la 14. Donc avec Massy TGV d'un côté et Pont de Rungis de l'autre, on aurait une offre extrêmement complète qui a d'autres vertus de désaturation du réseau ferré national, mais qui pour l'aéroport d'Orly changerait les choses. À Charles de Gaulle, on aura le Charles de Gaulle Express en 27, le Roissy-Picardie, la 17, le RERB modernisé grâce aux travaux du CDG Express, et l'augmentation du nombre de sillons, c'est-à-dire des capacités ferroviaires grande vitesse à Charles de Gaulle, rendues possibles par des décisions qui ont été prises au sud de l'Île-de-France sur du massif Valenton. Alors pardon d'être entré dans les détails, c'est juste pour dire que le sujet aujourd'hui est de moins en moins un sujet d'infrastructure, du point de vue des rails ou des modes de transport. Le deuxième endroit où il y a de l'infrastructure, c'est ce que nous faisons avec Stéphane et avec Gare et Connexion, qui est vraiment un grand plaisir de travailler avec nos partenaires de Gare et Connexion. On a un plan de 16 millions d'euros pour la remise un peu en état de la gare de CDG2 en vue des JO et en vue du développement de cette intermodalité. Donc c'est un plan en commun qu'on a arrêté avec Marlène Dolbeck et Stéphane et qui permettra à CDG2 d'accueillir dignement tous les passagers, mais également de faciliter l'intermodalité. On a derrière tout un programme de renforcement de cette gare dont on ne mesure peut-être pas très bien les volumes, mais on est quand même aujourd'hui à 15 millions de passagers. On sera à 30 millions en 2030, donc on va doubler le nombre de passagers de cette gare et on sera à 45 millions de passagers en 2050. On aura dans cette gare beaucoup de passagers du quotidien. On parle de l'intermodalité grande vitesse, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux. Il y a également l'accès pour tous les salariés, il y a l'accès pour les passagers qui viennent de l'Île-de-France, il y a ceux qui seront juste des commuteurs, c'est-à-dire qui n'ont aucun rapport avec l'avion. Et donc nos aéroports deviennent des hubs de connexion, y compris pour des gens qui n'ont pas de rapport avec l'avion, ce qui change le dialogue territorial. Voilà, ça c'est pour l'infrastructure. Donc on a un programme qui est massif et qui nous aide évidemment dans notre trajectoire de décarbonation, qui accompagne surtout les nouveaux usages et les nouvelles attentes de nos clients. Vous parlez donc d'une offre très complète, mais qui dit offre très complète peut dire aussi complexité. On pense notamment sur l'intermodalité grande vitesse. Comment on fait pour articuler justement une offre ferroviaire et un programme aérien, notamment sur les vols tôt le matin? Alors ça, c'est le gros sujet des exploitants qui ne sont pas sur cette scène. C'est les exploitants ferroviaires de type SNCF Voyageurs, Transilien, enfin toutes ces composantes, et les transporteurs aériens que sont les grandes compagnies aériennes. Donc, sans vouloir parler à leur place, Air France et SNCF Voyageurs ont tout un plan pour faciliter l'intermodalité, notamment sur des petits blocages qui étaient des irritants peut-être pour certains d'entre nous, de type billets non électroniques de bout en bout. Voilà. Donc, tous ces irritants-là sont aujourd'hui largement pris en main par les transporteurs. Il reste la question des plages horaires. La question des plages horaires, ça veut dire comment avoir une offre de transport ferroviaire qui permette d'attraper la P1 ou la P2 d'Air France. Pour ceux qui jargonnent dans l'aérien, c'est les premières plages horaires d'accès au hub. Et là c'est compliqué. Voilà. Là, c'est compliqué. On a besoin de l'aide des pouvoirs publics pour nous aider à revoir ces grilles. Et puis, on aura besoin de l'aide des régulateurs pour nous aider à aligner nos modèles économiques. Très bien. Monsieur Raison, l'intermodalité, ça vous concerne aussi. Je crois même que vous parlez de multimodalité de votre côté. Comment Aéroport, du coup, qui est en plus la porte d'entrée vers la France et vers le bassin parisien, s'inscrit-il dans cette problématique? Alors, je vais faire un parallèle par rapport aux passagers. C'est vrai qu'on ne travaille pas sur le même sujet. On est aujourd'hui, nous... Si, c'est bon, c'est revenu. On est exactement dans la même logique de faire en sorte qu'on change le modèle. Enfin, si on regarde les émissions de CO2 aujourd'hui dans le transport et qu'on regarde les émissions liées au transport routier, on a urgence à agir. Donc, on fait exactement la même chose que ce que les aéroports
et la SNCF travaille de son côté, c'est-à-dire on veut faire progresser de façon notable nos parts modales pour transporter autrement les marchandises. Depuis des années, on transporte assez bien tout ce qui est vrac, que ce soit liquide ou solide, sur l'axe Seine, mais on va guère plus loin que l'axe Seine, puisque le bassin aujourd'hui n'est pas ouvert vraiment au-delà de Paris. Par contre, sur le conteneur, on est extrêmement en retard par rapport à ce que peuvent faire les ports du Nord. Aujourd'hui, le port d'Hambourg arrive à opérer quasiment 1000 trains de conteneurs par semaine. On en fait une centaine, donc on voit bien que l'enjeu pour nous, il est extrêmement important. Il y a quasiment un an, on annonçait avec le premier armateur mondial à conteneurs qui s'appelle MSC un grand projet de développement sur le Havre. C'est quasiment 3 fois plus de trafic, donc on devrait passer de 3 millions de conteneurs à 6. Et 3 fois plus de trafic, il est évident qu'on ne sortira pas ce trafic par la route. Et donc on a, nous, intérêt à agir, et on le fait avec SNCF Réseau, donc une autre branche de la grande maison SNCF. On le fait pour pouvoir faire passer dans l'immédiat et à échéance de 2030 le nombre de conteneurs transportés par le fer de 100 000, ce qu'on appelle UTI, unité de transport intermodal, à 400 000 UTI. Donc ça veut dire beaucoup plus de trains, ça veut dire beaucoup plus finalement de terminaux opérés. On parle de l'équipement des gares, mais nous on va équiper des terminaux qu'on appelle des terminaux de transport combiné pour faire en sorte que le modèle change. Et l'idée, qu'on poursuit tous, c'est d'arriver à une décarbonation sans décroissance. C'est ça notre enjeu. Donc il faut changer les états d'esprit, il faut convaincre les chargeurs, il faut convaincre les collectivités qu'on va réussir à implanter des terminaux partout en France. Il faut arriver à faire encore un petit bout d'infrastructure. Tu l'as dit, Édouard, il y a beaucoup de choses autour d'Orly, il y a beaucoup de choses autour de Charles de Gaulle. Il y a un minimum d'investissement en infrastructure qu'on va réaliser à partir de cette année pour ouvrir le Havre complètement sur la partie fluviale, et on aura les mêmes investissements à partir de l'année prochaine sur le ferroviaire pour ouvrir le ferroviaire et faire en sorte de distribuer la France entière. Et avec ça, on peut quasiment doubler nos parts modales et changer l'état d'esprit du transport. Donc ce qu'on a sur le passager, c'est exactement la même chose que sur la marchandise. Alors juste un petit clin d'œil, le premier port à passagers d'Europe, c'est Paris. On fait 10 millions de passagers par an, et ceux qui ont pris l'avion, généralement, ils prennent le bateau et ils visitent Paris en bateau. Très bien. C'est vrai que ce n'est pas le premier port auquel on pense en général. Par contre, quand on parle décarbonation des transports, il y a quelque chose auquel on pense tout de suite, c'est la question de l'énergie. C'est quand même une question centrale, quel que soit le mode de transport d'ailleurs. Et je vous avais déjà commencé un peu à aborder la question tout à l'heure, mais de savoir peut-être ce que vous avez mis en place justement pour apporter cette énergie décarbonée à vos bateaux, que ce soit sur le maritime ou le fluvial, et notamment tout le long de l'axe Seine. Peut-être revenir un petit peu dessus. Oui, alors notre problématique française, c'est une problématique mondiale. Tous les ports, que vous preniez Singapour, Rotterdam, Shanghai, Ningbo ou Los Angeles, tous les ports sont des acteurs du pétrole. Tous. Quasiment tous. Il y a des ports rouliers, mais bon, prenons les grands, ce sont des acteurs du pétrole. Donc eux, on a tous le même enjeu de changement et de passage d'une énergie à l'autre. Donc ça fait 2 ans, d'ailleurs ça fait partie de notre projet de réindustrialisation. Le président de la République va encore en parler ce matin. Nous, notre enjeu, c'est de passer d'un modèle pétrole à un autre modèle. Et les besoins sont immenses. Si on regarde les besoins de l'aérien, aujourd'hui on source quasiment 5 millions de tonnes de kérosène pour alimenter les aéroports. Demain, et jusqu'en 2050, il va falloir qu'on les source avec des nouveaux carburants. Ces nouveaux carburants, ils vont être produits finalement pas à un endroit unique, parce qu'on ne peut pas concentrer la totalité de la production, par exemple de SAF, à un endroit donné. Juste pour que vous ayez des ordres de grandeur, une usine de SAF, donc avec de la production d'hydrogène, c'est 20 hectares pour faire 50 000 tonnes de SAF. Donc imaginez le besoin en foncier à l'heure où tout le monde part du zéro artificialisation nette. Le besoin de foncier, il est extrêmement important. Le besoin en électricité est très important. Et le besoin en eau est important. Donc nous, on travaille à ce plan d'aménagement qui est structuré autour du corridor. Donc des usines un peu partout pour pouvoir alimenter nos usages. Donc on a des usages historiques sur l'aérien, on a des usages historiques sur le maritime et sur le fluvial. Donc on va, je crois qu'Augustin de Romanet disait ce matin, 400 millions de tonnes de SAF à échéance 2050. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin d'électricité très important. La Normandie est la première région en électricité décarbonée.
je le rappelle. Donc on aura l'électricité décarbonée, on a la chance d'avoir une réserve en eau liée à la Seine, puisque la Seine est un des rares fleuves en France à avoir un débit d'étiage soutenu par des bassins réservoirs. Ça n'existe pas pour le Rhin, ça existe assez peu pour le Rhône. Donc ça permet en fait de construire l'écosystème de demain pour la production de nouveaux carburants. Alors il n'y aura pas effectivement que des électrocarburants, il peut aussi y avoir des biocarburants. Et nous, on a un plan de bataille et de développement pour avoir, et on fera des annonces, je pense, dans les semaines qui viennent, pour avoir un certain nombre d'usines implantées chez nous pour pouvoir finalement fournir nos grands clients. D'ailleurs, vous allez pouvoir réutiliser une partie de l'infrastructure existante. Vous avez des oléoducs, je crois, qui joignent les deux aéroports parisiens. Alors effectivement, ça c'est la force du système parisien. C'est qu'on a un système historique qui s'appelle le Trapil, donc qui permet en fait de faire converger l'ensemble des carburants à destination des aéroports. Et ce système-là, il est assez facilement malléable pour transporter de nouveaux produits. Il n'y a pas de coût d'investissement. Le système existe, il peut transporter jusqu'à 20 millions de tonnes par an. Donc on voit bien qu'avec cette infrastructure, avec la réindustrialisation, avec les électrocarburants, on pourra se déployer. Mais maintenant, il y a un grand programme d'investissement industriel parce que là aussi, si vous voulez des ordres de grandeur, une usine de SAF qui fait 50 000 tonnes, c'est 1 milliard d'euros. Très bien. Et dans ce cas-là, on a parlé des capacités que vous aviez pour accéder aux aéroports. Donc, M. Arkwright, on le voit aussi aujourd'hui, un des enjeux pour les aéroports, c'est de se transformer en hub énergétique. Comment Aéroport de Paris, du coup, s'inscrit dans cette logique ou dans cette stratégie ? Alors, donc c'est une stratégie de hub multi-énergie. Donc, le premier point, c'est couvrir nos besoins d'électricité en énergie renouvelable le plus possible. Donc on avait lancé avant la crise des PPA qui nous permettent de financer la construction de parcs, notamment solaires. Il y en a 2 qui ont ouvert, l'un à Caveyrac et l'autre dans le département du Var. Ça va nous couvrir à peu près 10% de nos besoins d'électricité dans les 21 prochaines années, ou 75% de nos besoins d'éclairage. Le deuxième brique, c'est investir évidemment ou aider ou accompagner dans tout ce qui est recherche de carburant durable. Et nous, notre sujet, c'est de sécuriser l'approvisionnement. La chance des SAF, c'est qu'ils sont miscibles. La chance ou le talent des ingénieurs français d'il y a quelques années qui nous ont précédés, c'est de nous avoir légué ce réseau auquel Stéphane faisait référence et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre à disposition de ceux qui veulent utiliser les SAF ce réseau. Au Bourget, vous avez 2 des 3 essenciers qui fournissent aujourd'hui des SAF. Aucun de nos clients du Bourget ne manque d'accès aux SAF. La demande a fait plus 350% ces 15 derniers mois. On a multiplié par 10 le nombre de clients SAF au Bourget. Donc voilà, et on accompagne toutes les initiatives. Et dans les mois qui viennent, je pense qu'on en annoncera d'autres pour pouvoir sécuriser la disponibilité de SAF pour la plateforme parisienne, en miroir de ce que font les compagnies aériennes et notamment Air France. Et le troisième point, c'est l'hydrogène. Très bien. Et est-ce que pour vous, ça signifie produire de l'énergie sur place ou on est vraiment sur des logiques d'importation sur la plateforme ? Alors, on était sur des logiques d'importation. Produire, ça peut être produire de l'énergie. On a des dispositifs de géothermie qui sont déjà assez puissants, mais on ne pourra pas les pousser beaucoup plus au-delà. La piste la plus fertile, la plus intéressante, c'est le recours au solaire sur notre plateforme, puisqu'il y a eu des changements de réglementation de l'aviation civile qui aujourd'hui nous autorisent à réfléchir à de l'équipement solaire sur la plateforme. Donc là aussi, on a fini le diagnostic sur les surfaces qui seraient disponibles pour ça et on va prendre des initiatives dans quelques semaines en la matière. Et même si ce n'est pas de l'énergie, on a le sujet de la production de l'hydrogène, le vecteur d'énergie, sur nos plateformes, qui est aujourd'hui le sujet qui nous occupe le plus avec nos amis d'Air Liquide et d'Airbus. Effectivement, je crois d'ailleurs qu'on aura une annonce à ce sujet à l'issue de cette conférence. Je vous invite à rester pour y assister. Mais voilà, là vous venez de mentionner l'hydrogène, mais du coup ça veut dire inclure de nouvelles énergies dans un milieu qui est quand même sensible au niveau de la sécurité. Quelle est la problématique derrière ça ? Quels sont les tenants de cette introduction de nouvelles énergies ?
Alors bon, déjà, il faut qu'un aéroport n'est pas un environnement anodin, donc avoir une activité qui a besoin d'être sécurisée, c'est pas une nouveauté sur un aéroport, c'est comme chez toi Stéphane, je pense qu'on est dans des infrastructures qui sont habituées à vivre avec ça. On a besoin de travailler et d'aider à la mise en place de la réglementation, c'est une partie du projet hydrogène que travaillent avec les autorités publiques sur quelles sont les nouvelles questions qui se posent, quelles sont les évolutions de réglementation qui vont être nécessaires. C'est pareil que dans les nouvelles mobilités aériennes. En fait, on co-construit la réglementation en même temps qu'on avance sur ces projets. Il y a la question de l'acceptabilité. Et donc, il est extrêmement important de rappeler que l'hydrogène a une utilité immédiate avant d'être utile pour l'aviation demain. Elle a une utilité immédiate pour les mobilités au sol. Et donc, la présence de l'aéroport permet de massifier les usages et les besoins en hydrogène sur les mobilités terrestres, et donc de favoriser un écosystème bienveillant et qui sait ce que c'est que l'hydrogène sans fantasme ou autre. On aura le 17 octobre à Meaux, le 7 octobre à Meaux, un très grand colloque qui réunira tous les acteurs territoriaux sur cette question de l'hydrogène. Et puis on travaille avec GRT Gaz sur qu'est-ce que ça veut dire que faire venir des masses très importantes, non pas produire sur place, mais en vue d'une future transformation, qu'est-ce que ça veut dire que de faire venir des masses très importantes d'hydrogène. Donc, une étude qui est lancée avec GRT Gaz. Pour faire le lien avec ce que disait Stéphane, il y a des grandes initiatives de production d'hydrogène à proximité, soit en Ile-de-France, soit en région Normandie. Et voilà, quels sont les impacts que signifie le fait de faire venir ces grandes masses, ces grands volumes. On aura des résultats. Si je peux ajouter un mot là-dessus sur les infrastructures de transport, il y a eu au début des premières initiatives hydrogène sur des grosses usines en France, une démarche avec GRT Gaz finalement de transformation des réseaux qui pouvaient passer, qui finalement aujourd'hui transportaient du méthane et qui demain pouvaient transporter de l'hydrogène. Et en fait, c'est un des éléments aussi de réussite des économies du Nord-Europe, c'est d'avoir eu depuis très longtemps les doubles réseaux pour pouvoir transporter de l'hydrogène à titre industriel. Et donc là, on va finalement réutiliser plutôt que de construire. On est aussi dans l'économie, dans les infras. Et ce qui est intéressant dans la démarche, et je loue la réunion du 7, c'est qu'on voit bien qu'on a besoin de créer les écosystèmes pour faire l'acceptabilité. Nous, on a lancé sur la Normandie une association avec nos industriels qui s'appelle Socrate, une association pour faire ce qu'on appelle les zones industrielles bas carbone. Et en fait, cette association, elle montre que en mettant tous les industriels les uns avec les autres, finalement, celui qui produit du CO2, il va aider à la production des SAF demain. Et c'est bien la combinaison de tout le monde qui nous permet d'accélérer les projets industriels pour finalement rendre les nouveaux usages possibles. Et ça, c'est vraiment important. Sans cette association, à mon avis, on ne serait pas allé bien loin dans les nouveaux projets. D'accord. Du coup, dans les projets que vous mentionniez, notamment autour de l'hydrogène proche de l'axe Seine, parce que comme vous l'avez rappelé, il faut énormément d'eau, vous les situez, vous les localisez en fonction de ce réseau existant. Oui, alors on les localise notamment dès lors qu'on a des sources d'utilisation d'eau. Dans les plateformes industrielles qui sont liées historiquement au raffinage ou à l'industrie lourde, on a souvent des réseaux d'eau industriels qui ne sont pas en boucle fermée. Donc on est en train de créer les boucles fermées pour pouvoir réutiliser la totalité de l'eau. Ça, c'est important dans le contexte de changement climatique où on a une augmentation très forte des températures et des ressources en eau qui baissent. On est dans la réutilisation. Et après, effectivement, on a des positionnements qui se font, alors là, avec un autre acteur dont on n'a pas parlé, avec RTE, parce qu'on a besoin de la puissance disponible, on a besoin des points d'injection pour après créer l'ensemble des unités dont on a besoin. C'est à peu près, si on voulait tout faire par nous-mêmes, c'est à peu près une quarantaine d'usines sur l'axe Seine. Très bien. Et quarantaine d'usines, vous parliez tout à l'heure, c'est pour une usine de SAF, on parle tout de suite d'1 milliard d'euros. Pour ce type d'usine, on parlerait de quel montant à peu près ? Non, c'est à peu près la même chose, puisqu'en fait, ce qui va coûter cher, c'est la production de l'hydrogène. Et donc, on a besoin après de faire la combinaison dans un procédé chimique qui est assez connu, qui s'appelle Fischer-Tropsch. Et donc, c'est ça qu'il va falloir assembler. Donc, ce sont des projets ambitieux, ce sont des projets qui génèrent énormément de valeur dans la construction.
Et ça aussi, c'est le renouveau de l'industrie et on verra ça beaucoup dans le projet de loi Industrie verte. Très bien. Monsieur Laurent Du, donc là on a parlé beaucoup bateaux, avions, mais le fait est qu'il y a aussi des nouvelles énergies dans les gares. Comment vous, en plus qui êtes dans un milieu urbain, vous travaillez cette question de l'acceptabilité qu'on a évoquée tout à l'heure? Alors, pour dézoomer un peu et prolonger ce qui a été dit, 2 chiffres repères. La facture énergétique de la SNCF, sa consommation énergétique, c'est 0,4% de la consommation énergétique totale en France. Donc, ce qui est colossal, c'est 10% de la consommation industrielle. Donc à ce titre, et dans un contexte particulièrement inflationniste que vous connaissez, l'ensemble des sociétés anonymes du groupe, des 7 SA, sont vraiment challengées sur le plan de sobriété énergétique que pour sa part, Gares & Connexions a déjà mis en œuvre avec un objectif à horizon 2030 de réduire de 50% sa consommation énergétique. On est parti, on est prêt, on est dedans. Déjà, on a moins 14% en 2022 de consommation énergétique sur une base de référence de 2019. Donc, et pour ça, notre trajectoire est complètement alignée et construite sur le décret tertiaire, voilà, qui impacte effectivement la gare et l'opérateur de la gare, mais pas seulement. C'est-à-dire tous nos occupants en gare. Hein, vous savez qu'effectivement, on a plus de 300 000 commerces en gare et que effectivement, la réduction de la facture énergétique passe aussi par un travail non pas de sensibilisation, mais de monter à bord de l'intégralité des prestataires qui sont les composantes d'une gare. Alors nous, sur la diversification énergétique, on est aussi incentivé. On a un grand plan aussi photovoltaïque, de développement du photovoltaïque, notamment sur les parkings à proximité des gares. Nous avons conclu un partenariat pour le déploiement d'ombrières sur 119 parkings en France, qui est déjà un bon plan. Et puis, on essaye aussi de mettre cette production d'énergie, encore une fois, au service de toutes les mobilités. C'est-à-dire qu'on va aussi déployer sur 78 gares qui ont été identifiées comme prioritaires des bornes de recharge des véhicules électriques, avec 3 niveaux de service, recharge lente, recharge moyenne et recharge très rapide. Recharge rapide et recharge très rapide. Ce partage d'énergie, entre guillemets, on va essayer aussi de le mettre au service des transports collectifs, transports de bus notamment. Et la question de l'acceptabilité, dans ce cas-là, elle ne revêt pas une importance très particulière de l'environnement immédiat parce qu'on est vraiment perçu comme un acteur des mobilités douces et qu'à ce titre-là, on est plutôt bien perçu. Le sujet de l'acceptabilité, il est plutôt du côté du ministère de la Culture avec lequel nous engageons un dialogue permanent et les architectes des bâtiments de France sur la pose de photovoltaïque, sur le patrimoine de nos gares, qui sont des patrimoines inscrits à l'inventaire des patrimoines des monuments historiques et parfois classés, ce qui en fait aussi leur charme et leur grande attractivité. Effectivement. Donc pour vous, vraiment, l'enjeu, c'est sur le photovoltaïque. Est-ce qu'on parle aussi de piles à hydrogène pour certains trains sur les zones non électrifiées? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte ou pour l'instant, c'est encore un peu loin? Oui, alors je parlais de la facture énergétique. Évidemment, tout le département innovation du groupe travaille sur ces sujets-là, avance sur ces sujets-là, à la fois sur la diversification, le stockage évidemment et la construction des centres de stockage, et puis aussi la production aussi. On s'interroge aussi beaucoup sur la production d'énergie. Je crois que vous avez été tous les trois assez cohérents sur la question de l'acceptabilité, sur le fait qu'il fallait inclure les territoires autour de vous, sur le fait que ça doive profiter effectivement à tout le monde autour. Et voilà, je crois que sur l'hydrogène, dans vos réflexions, il y a la question d'approvisionnement des camions, des transports lourds, effectivement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter encore un mot. Non, je l'ai cité sur l'intermodalité comme sur l'énergie, en fait. C'est 2 bons exemples de ce que l'aéroport, en devenant un hub multimodal et un hub multi-énergie, met ces 2 hubs au service de projets de territoire sans aucun rapport avec l'un. Donc là où on était dans un monde dans lequel il y avait un effet d'éviction, le développement de l'aéroport développait un certain nombre d'activités, mais qui avait un effet d'éviction sur d'autres activités. Là, on a au contraire un effet de démultiplication. Le développement de l'aéroport profite évidemment aux activités aéronautiques, mais profite également à d'autres activités et à d'autres besoins de la population, de façon beaucoup plus respectueuse évidemment de l'environnement, mais également de leur confort de vie et de la qualité de vie. Très bien.
Monsieur Larendu, du coup, je reviens vers vous parce qu'on parle de cette révolution énergétique, on l'a bien évoqué, mais il y a une autre révolution qui est en cours, c'est la révolution numérique. Et peut-être savoir comment cette révolution numérique peut contribuer à la décarbonation des infrastructures de transport. Alors effectivement, on mène actuellement un plan d'accélération sur ce thème-là à plusieurs titres. D'abord, le déploiement de notre asset management, connaître nos actifs. Comme je viens de le dire, nos gares sont des âmes très âgées et on a jusque-là une méconnaissance de nos actifs et en tout cas de nos équipements. Je rappelle quelques chiffres, 10 millions de mètres carrés sur les gares et équipements annexes, puisque Gares & Connexions, gestionnaire d'infrastructures, et opérateur des bâtiments voyageurs, mais aussi des quais, des passages souterrains, des passerelles et tout un tas d'équipements techniques qui représentent à peu près 300 000 équipements techniques. Sur ces 300 000 équipements techniques, on a 140 000 équipements outils qui servent au fonctionnement de la gare. Je mets par là l'élévatique, l'information voyageurs, etc. Donc on est en train de déployer à grande vitesse pour l'automne 2023 l'asset management. Le BIM aussi. Le BIM joue un rôle très important. On BIM l'intégralité de nos projets. On a engagé depuis 2 ans aussi un gros boulot sur le rétro-BIM qui va nous permettre de piloter de la maintenance prédictive. Peut-être juste expliquer le BIM, le rétro-BIM. Oui. Le BIM, c'est la modélisation numérique de nos gares qui nous permet de modéliser en 3D l'intégralité de nos gares et d'avoir une perception extrêmement fine de la composition de toutes les composantes de notre gare, puisqu'on arrive à aller au détail du boulon de la chaudière, pour vous donner une idée. Donc on est de l'ordre de précision du millimètre. Donc voilà, ils nous permettent de tracer, de connaître l'intégralité de notre patrimoine en 3D avec des fiches associées qui décomposent l'état de vétusté de l'intégralité de nos équipements, et ce qui nous permet derrière de tracer une trajectoire de maintenance prédictive d'abord et de trajectoire de CAPEX et de renouvellement de l'ensemble de ces équipements. Donc oui, ça contribue à faire des économies, ça contribue aussi à piloter de la sobriété énergétique, de la sobriété et de la sobriété constructive. Juste en 10 secondes quand même aussi, on est pilote aussi sur un grand plan de gestion technique centralisée qui s'appelle Smart Station, dont la version 1 a été lancée il y a un petit peu plus de 2 ans, et on va s'apprêter à lancer la version 2 qui nous permet d'avoir une connexion et un pilotage à distance de l'intégralité des centres de vie, on va dire des gares. Aujourd'hui, 750 gares sont dans le scope pour de Smart Station. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos courbes de prévision, il faut à peu près 10 ans sur ces 750 gares pour avoir du gain. Donner quelques chiffres sur 43 millions d'investissements que va représenter Smart Station. En gain d'énergie, on va récupérer 58 millions. Donc ça veut dire qu'on a un écart de 15 millions sur 10 ans avec un effet de ciseau déjà au bout de 7 ans. Très bien. Et du coup, vous parlez de 750 gares, il y a une volonté d'aller plus loin. J'avoue ne pas connaître le nombre de gares en France, mais je suppose qu'il n'y en a pas que 750. On a 3000 gares exploitées, 3257 exactement dans nos patrimoines actifs, avec des bâtiments voyageurs qui ne sont plus exploités. Oui, mais l'enjeu est que c'est comme dans toute stratégie de sobriété énergétique, il faut porter l'effort là où l'impact est très signifiant sur les gares, les petites gares de région, même si toutes leurs gares ont leur importance et ont la même importance d'un point de vue de SNCF Gares & Connexions, et chacun joue son rôle. Quand on parle d'énergie, effectivement, le poids est mis sur les grandes gares. Peut-être vous vouliez ajouter quelque chose sur juste vous dire 2 mots sur le numérique. Effectivement, si on veut continuer à décarboner plus vite, le numérique pour nous dans le transport de la marchandise, c'est essentiel. Alors hier soir, c'est un effet d'agenda, mais on fêtait les 40 ans d'une société havraise qui est le leader mondial de ce qu'on appelle les PCS, les Port Community Systems. En fait, le PCS, c'est quoi? C'est un outil numérique qui permet de suivre la marchandise depuis l'endroit où elle part et jusqu'à son destinataire. Et en fait, c'est hyper important aujourd'hui dans les grandes infrastructures de transport et notamment sur les terminaux conteneurs de pouvoir avoir
ne pas faire finalement un certain nombre de mouvements parasites. Si vous avez sur un conteneur, sur un terminal, et que vous le bougez 10 fois avant de le donner à un destinataire, et que vous l'avez bougé par des moyens thermiques, c'est un peu gênant. Donc on va en faire en même temps l'électrification de tous les terminaux, mais en même temps aussi énormément travailler sur la data pour éviter tout ça. C'est une industrie, enfin le conteneur est une industrie qui n'est pas encore optimisée, mais rentrer effectivement de l'intelligence artificielle, du big data dans tout ça, ça nous permet aussi d'assurer les clients qu'on aura dépensé le moins de carbone possible dans la chaîne de transport. Donc on prend finalement des bateaux décarbonés au biométhane par exemple, ils vont arriver en Europe, ils vont arriver au Havre, la marchandise sera déchargée, on fera le moins de mouvements possible sur les terminaux, et puis après on aura des moyens multimodaux et ça arrivera à destination vers le chargeur qui attend sa marchandise. C'est ça hein, finalement le corridor vert à l'échelle de la France. Juste pour avoir une idée des volumes, vous traitez combien de centaines de milliers de conteneurs chaque année Alors, le port du Havre traite un peu plus de 3 millions de conteneurs et notre objectif à partir de 2025, c'est de doubler ce chiffre. Très bien. On a vu qu'il y avait une large étendue de projets entre les bâtiments verts, les nouvelles énergies, l'apport des énergies, voire la production d'énergie sur vos plateformes, sur vos infrastructures. Que de choses à faire. Ça pose aussi la question de l'investissement. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un mur d'investissement aujourd'hui ? Oui, effectivement. Alors, pour donner quelques chiffres, le volume de CAPEX investi par Gares & Connexions chaque année, c'est 1 milliard, avec une exposition de fonds propres à 400-450 millions d'euros. Donc ça veut dire que pour conduire ces projets actuellement tels qu'ils sont dans notre pipe, on a une collaboration très très étroite avec les cofinanceurs. On est extrêmement aidé et financé, que ce soit par l'État, les collectivités territoriales ou l'Union européenne. Néanmoins, si on reboucle avec notre introduction sur les 100 milliards, on est à un moment historique. On a un moment historique puisque la structuration financière de ces 100 milliards va débuter maintenant. Le chef de l'État a clairement fléché une très très grosse partie sur les RER métropolitains, les services express régionaux métropolitains, qui couvrent les 13 métropoles, dont la liste sera arrêtée par arrêté ministériel, et sur lesquels effectivement le poids du corps va être porté. Pour nous, ça concerne 600 gares existantes en adaptation, donc c'est très important et c'est colossal. Et puis l'enjeu, le moment, il est un peu moins historique, mais il est important, c'est sur les CPER, les contrats de plan État-région, effectivement le lancement a été donné début juin et qui sont en cours de préparation. Et pour nous, c'est important parce qu'on a beaucoup parlé de décarbonation et de responsabilité environnementale. Nous, chez Gares & Connexions, on attache aussi beaucoup d'importance aux clients, à l'usager et à tous les usagers. Et c'est vrai que les CPER viennent au soutien de la mise en accessibilité de nos gares, qui était pour nous un enjeu extrêmement important, avec un objectif de mise en accessibilité horizon 25 de 710 gares. Et on en a fait 418 aujourd'hui. Donc on a besoin des CPER pour ça. Alors peut-être que chez nous, le mur d'investissement, il est un peu moins important. Enfin, on a un programme d'1,3 milliard sur 6 ans. Mais c'est vrai que l'investissement, il va se trouver ailleurs. Il va se trouver dans la réindustrialisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. La transformation d'un monde carbone en un monde différent, c'est énormément d'investissements industriels. Ça porte aussi une partie de l'économie. C'est intéressant de pouvoir faire ce saut. Et on est, nous aussi, dans la même logique de travail avec l'État sur les CPER pour voir comment, avec ces outils, on arrive à financer plus vite un certain nombre de choses. Juste un chiffre là aussi, 20% de nos investissements sont des investissements de décarbonation, aujourd'hui. Peut-être le dernier mot de la fin très rapidement. Est-ce que du coup ce soutien de l'État est indispensable aujourd'hui pour assumer ces investissements ? Alors notre nuance par rapport à nos amis du ferroviaire, c'est que l'aérien s'autofinance, n'est pas subventionné. Et donc, si moi j'ai un mot de la fin, c'est merci aux régulateurs de continuer à nous aider dans ce modèle d'investissement. Très bien, il me reste à vous remercier. J'invite les personnes...